Bonjour à tous et bienvenue sur Swissborg Mania, la chaîne crypto qui se passionne pour l'écosystème de Swissborg, que dis-je, la galaxie Swissborg, puisque de plus en plus de projets sont en train de créer des synergies avec l'application Swissborg. Et aujourd'hui, il y en a un en particulier qui a retenu notre attention. Il y a eu un listing sur la fin de l'année 2021, c'est le projet Mimo. Mimo, c'est quoi? En trois mots, si j'ai envie de dire, c'est la banque crypto de demain. Pourquoi la banque? Parce que votre banque, elle vous permet aujourd'hui d'emprunter auprès d'elle, d'avoir plus d'euros que ce que vous en avez vraiment sur votre compte. Et bien, d'une certaine façon, c'est ce que permet de faire Mimo, va vous permettre d'avoir plus que ce que vous avez sur votre compte. Alors, ça n'est pas la même planche à billets que nos banques commerciales. Non, non, non. Avec Mimo, c'est beaucoup plus raisonné. C'est inspiré du système de MakerDAO. On va regarder un petit peu comment ça fonctionne. C'est vraiment une solution pour tous ceux qui veulent faire plus avec leur argent. Comment ça va se passer? C'est parti. Si vous découvrez l'écosystème Swissborg grâce à nous, eh ben, n'hésitez pas à nous retourner l'appareil en téléchargeant l'application avec notre flashcode. Non seulement c'est du gagnant-gagnant, vous comme nous gagnons un ticket gratté, mais en plus, ça nous encourage à continuer à créer du contenu. Et comme vous le voyez, cette année 2022 sera davantage sur les jetons de la galaxie Swissborg, tous ceux qui sont partenaires avec nous ou qui sont listés dans l'application. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir. Tout ce qui va être dans cette vidéo, bah, c'est le fruit de notre travail, notre étude, notre analyse. Évidemment, on peut passer à côté de certaines choses. On essaye de faire de notre mieux. Mais voilà, si vous voyez des petites erreurs, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Ça profitera à tout le monde. Et puis sinon, bah, n'hésitez pas à poursuivre vos recherches après cette vidéo. On vous donnera dans la description plein de liens pour forger votre opinion et puis décider ou non d'utiliser ce protocole, voire même, pourquoi pas, d'investir dans ce jeton. Là, encore une fois, je vous recommande la plus grande prudence. Ça reste de l'argent, ça reste des investissements, donc n'hésitez pas à être prudent là-dessus. Mimo, c'est une espèce de banque 3.0, une banque décentralisée, une banque sans tiers de confiance. On va s'intéresser à ça et on va faire systématiquement, en tout cas pour le début de cette vidéo, un comparatif avec ce qui existe déjà, mais pour le monde du dollar, avec le DAI qui est émis par MakerDAO, le protocole MakerDAO. Donc, c'est la même idée, sauf que cette fois-ci, nous serons avec le PAR qui est un stablecoin euro décentralisé lui aussi, mais cette fois-ci émis via le protocole Mimo Capital. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, à quoi ça sert un stablecoin? Bon sang, bon sang. Un stablecoin, c'est assez simple. Ça sert à plein de choses, notamment à être un moyen d'échange dans les différentes cryptos. Vous avez remarqué que maintenant, la liquidité, c'est-à-dire là où se font les plus gros échanges, ne se font plus toujours avec Bitcoin ou Ethereum, qui sont les deux grands actifs qui avaient le plus de peur jusqu'à présent. Non, ils sont en train d'être supplantés par l'USDT et l'USDC. L'USDT très largement, l'USDC c'est en cours. Et ça, évidemment, c'est très dollar-centré parce qu'effectivement, les États-Unis et puis d'une manière générale le monde fonctionnent avec le dollar. Mais l'Europe a aussi besoin d'avoir son petit secteur. Et enfin, c'est le secteur qui est en train de créer Mimo avec finalement son part qui va être un stablecoin euro. La deuxième chose que permet de faire un stablecoin euro, c'est d'être à l'abri lors des grandes tourmentes parce qu'effectivement, la crypto, ça monte, ça descend, ça a une belle trajectoire qui n'arrête pas de monter, mais de temps en temps, il y a des gros cracks. Et quand il y a des gros cracks, eh ben, ça se coupe pas mal. Hein. Si vous avez été là lors du dernier bear market, vous savez ce que c'est. Si vous n'êtes là depuis que quelques mois ou quelques années seulement, eh ben, vous n'avez pas encore vécu ce qu'était un bear market. Et en bear market, eh ben, on essaye de trouver des alternatives. Et le stablecoin est un bon moyen d'être à l'abri des fluctuations tout en restant dans la crypto sans avoir à retrouver un actif qui pourrait éventuellement générer une taxation. Donc c'est pour ça que c'est très utilisé aussi en période d'incertitude. Vous avez aussi la perspective que demain, on parle beaucoup de monnaie digitale de banque centrale, les fameuses CBDC, eh bien peut-être qu'on pourrait avoir une espèce d'économie autour des stablecoins, plutôt que de payer en Bitcoin, en Ethereum, et bien en attendant que ces solutions-là atteignent une certaine scalabilité avec Lightning Network,
on pourrait avoir des paiements qui se font en stablecoin. Et quand on a en face de nous un utilisateur ou une personne qui n'est pas très à l'aise avec le dollar, et avoir un stablecoin en euros qu'on pourrait utiliser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, c'est une valeur ajoutée par rapport à ce que propose le système traditionnel où quand on veut faire un virement avec sa banque, parfois il faut attendre le lundi, parfois on a des documents complémentaires à rentrer, on doit faire confiance à une entité pour opérer l'opération, alors que là, c'est un jeton qui est sur la blockchain et ça marche tout le temps. Évidemment, il y a des petits frais, mais avec les layers 2, c'est de plus en plus fluide et de moins en moins coûteux. Donc, c'est aussi un potentiel qu'apportent les stablecoins. Et puis enfin, c'est quelque chose qui est totalement intégré à la DeFi. C'est même une des origines de la DeFi, que de pouvoir créer des stablecoins. Et donc là, ça va aller dans des fonctionnalités qui ont déjà été développées dans les pools de liquidité ou dans les DEX, ou etc. Et donc, ça va nous apporter des rendements qu'on va percevoir sur nos jetons par. Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que pendant un bear market, je me mets à l'abri effectivement des fluctuations, mais en plus, je génère un petit surcroît d'intérêt. Ça va nous permettre de rester en crypto pendant les bear markets, de générer des intérêts et de facilement revenir en crypto plus volatile quand le marché repartira à la hausse, et ceci sans avoir à subir les affres des taxations dans certains pays. En tout cas, certains pays ne considèrent pas le retour en stablecoin comme un événement taxable. Quand on a dit tout ça, on s'est dit « Waouh, c'est génial les stablecoins ». Oui, mais ça ne s'arrête pas là, puisque je vous ai dit que Mimo ambitionne d'être une espèce de banque 3.0 qui va aller au-delà de simplement la détention de jetons stablecoin, mais également l'idée de pouvoir emprunter. C'est ça la force de ces deux écosystèmes que sont Maker et Mimo. L'approche est similaire, la philosophie est la même, mais maintenant on va s'intéresser à comment ça marche. Alors, on va avec ces systèmes-là revenir, ça c'est mon interprétation, donc après chacun se fera la sienne, vers un temps où les monnaies étaient représentatives et non plus, comme aujourd'hui avec les fiat traditionnels, des monnaies fiduciaires. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une monnaie représentative ? Remettons-nous dans le temps bien avant où en fait on avait l'or ou les métaux précieux qui servaient de réserve de valeur et qui permettaient ensuite de faire des échanges. Eh bien, vous le savez peut-être, ou vous imaginez bien la difficulté de se trimballer avec un lingot dans sa poche. Ça n'est pas simple, ça n'est pas sécure, c'est assez visible. Oh, il a un lingot dans sa poche, pourquoi boite-t-il ? Donc en fait, ce qui se passait, c'est que des établissements proposaient aux différentes personnes de stocker leur or pour eux et de le loger dans un coffre. Voilà. Donc, on le mettait en coffre et en échange, on obtenait un billet, ça pouvait être une lettre, un papier certifiant que contre ce papier-là, vous pouviez récupérer l'or et donc c'était échangeable directement contre une certaine quantité d'or. Progressivement, les choses ont évolué, c'est devenu des billets classiques comme celui que vous avez en face de vous, et c'était une normalisation, plutôt que de dire « Ah, j'ai tant de grammes d'or », tous les billets de 20 $, par exemple, représentaient la même quantité d'or. Donc c'était un peu ce système-là, et on comprend bien que là, il y avait une directe corrélation entre la valeur du billet et un grammage d'or quelque part dans une. Quand je transmettais ce billet de 20 $ convertible en or, la personne, peu importe qui la détenait, avait le droit de se pointer à la banque américaine et dire « je veux mon or ». Ça a duré très longtemps, jusqu'à ce que, pour des raisons un petit peu de cavalerie, les États-Unis n'ont pas été en mesure d'honorer leurs dettes, puisqu'effectivement, ils fabriquaient de plus en plus de billets, et ils n'avaient pas de plus en plus d'or en coffre. Donc, à un moment donné, notamment, le général de Gaulle a commencé à taper du poing sur la table. Il est allé les voir, il a dit rendez-moi mon or. Il a amené plein de billets. Et là, tout le monde les Américains ont commencé à dire là, ça pose problème. On n'est plus en capacité de payer tout le monde. Donc, on va dévaluer la monnaie. Et progressivement, ce phénomène a conduit à la disparition des monnaies représentatives. Et on est allé sur de la monnaie fiduciaire qui fait que 1 $ égale 1 $. Mais il n'y a plus de grammage d'or adossé. Voilà un petit peu ce phénomène-là qui était présent à l'époque, qui a disparu. Et d'une certaine façon, ce que va proposer Mimo et MakerDAO, c'est un peu cette idée-là, de dire je vais mettre en coffre des actifs qui vont me générer des jetons qui vont avoir une certaine valeur. Alors, comment ça se passe ? Eh oui, c'est la blockchain, donc on a des smart contracts. Donc là, vous avez un coffre qui va représenter d'une certaine façon notre smart contract.
Un smart contract, c'est quelque chose d'auditable, tout le monde peut le contrôler, tout le monde peut étudier la question et tout le monde peut interagir avec lui. Donc là, il est disponible et quelqu'un va décider de se connecter à Mimo et utiliser ce smart contract. Il va le faire en envoyant depuis son wallet des Ethereum dans ce coffre-fort. Derrière, parce qu'il y a une valeur qui est bloquée, qui est disponible dans le smart contract, il va être en capacité de battre monnaie, de créer un jeton, le jeton par. C'est des jetons, il ne va pas pouvoir en fabriquer une quantité illimitée, non, il est limité par la valeur qu'il a déposée dans le coffre. Si je dépose l'équivalent de 20 000 euros d'Ethereum à l'intérieur, je ne pourrai pas fabriquer 20 000, 30 000, 40 000 euros en jetons par. Je vais avoir une limite et cette limite, elle va être déterminée par le protocole et la valeur que j'ai déposée dans le smart contract. Une fois que j'ai créé ces euros, ces parts, je vais pouvoir en faire ce que je veux. Ils sont directement crédités sur mon wallet. À ce moment-là, je vais pouvoir, par exemple, réinvestir ces jetons dans de l'Ethereum, si je crois fondamentalement qu'Ethereum va monter vers le haut, mais je pourrais très bien les convertir en euros sonnantes et trébuchantes et aller les dépenser, par exemple, pour acheter un nouvel ordinateur, acheter un nouveau jeu, payer mon loyer, que sais-je. Donc on comprend bien que par ce mécanisme-là, je me crée de l'euro depuis un ensemble de jetons. Ici, j'ai pris l'exemple du Ethereum. Mais si je veux récupérer les Ethereum qui sont bloqués dans le smart contract, il me faudra rendre les euros parts que j'ai créés, plus un petit intérêt, ce petit intérêt qui permet de financer toute la mécanique. Et donc, en ramenant mes euros, mes parts, je récupère mon Ether qui pour l'instant était inaccessible. Alors, on va faire un petit exemple pour que vous compreniez bien. J'ai décidé de déposer 20 000 euros en Ether, et je vais faire simple, on va partir du principe qu'un Ether vaut 4 000 euros. Ça n'a rien à voir avec les prix du moment, mais c'est l'idée qu'on a en tête. Bon, par exemple, un Ether vaut 4 000 euros, j'en dépose 5, et donc j'ai 20 000 euros dans mon smart contract. À partir de là, il y a des règles qui fluctuent, qui sont adaptées et qui vont me dire, eh bien, avec ces 20 000 euros d'Ether, je vais peut-être pouvoir emprunter 5 000 euros avec des parts à un taux de 2% par an, par exemple. Donc avec ça, très bien. Et si je veux les récupérer, mes 5 Ethers, à la fin, il va falloir que je rende mes 5 000 plus les 2% d'intérêt, ce qui fait 5 100 euros. Et c'est comme ça que de quelque chose, j'ai pu avoir un capital qui a pu faire autre chose, et ensuite, je rends tout. Alors, l'intérêt, il est où? Eh bien, il est déjà que j'ai déposé mes Ethers, j'ai récupéré 5 000 euros pour faire mes dépenses, pour faire mes investissements, et à la fin, je vais pouvoir rembourser ces 5 100 et je récupérerai de la sorte 5 Ethers toujours. Mais si le prix de l'Ether a fortement augmenté et qu'il est passé par exemple de 4 000 à 10 000 euros, eh bien mes 20 000 sont devenus 50 000 et j'ai par contre dû payer 100 euros de frais qui correspondaient à ces intérêts. Donc ça m'a permis une chose qui est très importante, c'est que je n'ai pas eu besoin de vendre mes Ethers, je les ai simplement mis dans le smart contract, ils sont toujours à moi, seul moi peux les récupérer et je ne peux les récupérer que si j'ai remboursé le crédit que j'ai fait, ce fameux mintage de 5 000 euros. Donc, c'est vachement intéressant parce que ça me libère de la capacité, ça me permet de faire des choses sans me débarrasser de mes cryptos. Le truc, c'est qu'il y a quand même un danger, ça ne se fait pas sans risque. Quel est le risque ici? Eh bien, c'est si malheureusement ma stratégie, mon premier postulat n'est pas le bon. Mon premier postulat, c'était que Ether allait s'apprécier dans le temps. Mais vous le savez, les crypto-monnaies, ça monte, ça descend. Et quand ça descend, ça peut descendre très vite. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh bien, si Ether, au lieu de monter de 4 000 à 10 000, passait de 4 000 à 1 000, c'est-à-dire une baisse de 80% de sa valeur. C'est un gros choc sur le marché. Vous avez autorisé, en mettant vos jetons à l'intérieur, Mimo à déclencher des ventes de vos Ethereum si le prix venait à descendre trop fortement. Il faut toujours qu'il y ait au moins autant de valeur Ethereum à vous bloquées dans le portefeuille qu'il y a de parts que vous avez imprimées. Si jamais vous ne réagissez pas à temps, que vous ne rajoutez pas des Ethereum ou que vous ne remboursez pas votre dette, eh bien, il va y avoir la liquidation. La liquidation va avoir pour conséquence de prendre vos Ethers et les vendre.
on ne pourra pas venir récupérer vos jetons parts parce que quand vous les avez reçus, vous les avez certainement échangés contre autre chose, transformés en d'autres actifs. Bref, Mimo ne va pouvoir capter que ce que vous avez laissé dans le coffre. Ça, c'est très important à comprendre. Et puis, probablement, les parts sont ailleurs. Donc, c'est pas très bon pour vous d'avoir une liquidation parce que, bah voilà, vous avez posé 20 000 et quand on va vous les liquider, on sera pas loin des 5 000 euros, ce qui correspondra à peu près à ce que vous avez emprunté. Donc, ils auraient mieux fait dans ce scénario-là de vendre directement vos 20 000 euros d'Ether. Vous auriez eu au moins 20 000. Là, vous avez récupéré que 5 000 dans l'affaire. Donc, vous comprenez, le danger, il est là. Le danger, il est d'avoir des actifs qui sont trop proches de la valeur empruntée et de voir une liquidation se mettre en. Alors, la plateforme Mimo va permettre, du coup, d'être l'interface entre le protocole Mimo et votre ledger, vos crypto-actifs. Aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, il y a 3 cryptos qui sont autorisés à l'intérieur du smart contract de Mimo. Nous avons le WETH, le WBTC et le stablecoin USDC. Donc ce sont 3 actifs. Pourquoi parle-t-on de WETH et WBTC? Parce que ce sont des tokens qui, entre guillemets, pour BTC, n'est pas sur la blockchain Ethereum. Donc, il y a un système d'encapsulage qui dit, ben voilà, je prends des bitcoins que j'envoie dans un smart contract, que je transforme du coup en actifs sur la blockchain Ethereum, et c'est cela que je bloque. Et en fait, quand ils sont encapsulés, pour pouvoir les libérer, les libérer sur la blockchain principale, il va falloir détruire le WBTC. Et c'est la même chose avec ETH, même si on est déjà sur la blockchain ETH avec Mimo, c'est parce que comme c'est le protocole natif de la blockchain, eh bien, il est nécessaire de le wrapper lui aussi. USDC est un token ERC20 sur la blockchain Ethereum. Donc là, pour le coup, il n'y a pas besoin de l'encapsuler. Il va y avoir, vous voyez, une répartition qui est faite. Actuellement, il y a beaucoup de jetons ETH, un petit peu de BTC, très peu d'USDC. C'est des choses qui peuvent évoluer dans le temps. Il y aura toujours, à mon avis, beaucoup plus d'ETH que d'autres actifs parce que Mimo, dans une de ses interviews, a précisé que pour un protocole DeFi de création de stablecoins décentralisés, il était plus pertinent d'avoir une grosse quantité du jeton natif de la blockchain, à savoir Ethereum. Mais peut-être qu'un jour, on aura d'autres pools, d'autres systèmes de mintage, d'autres jetons qui seront peut-être sur Avax, peut-être sur Solana. Et là, le jeton principal qui sera bloqué sera le jeton natif. C'est devenu très technique et je m'en excuse. L'idée qu'il faut retenir ici, c'est quoi? C'est il y a un ensemble de jetons que l'on peut mettre dans le coffre et qui me permettent d'emprunter, de minter, de fabriquer des tokens. Comme vous pouvez le voir ici sur cet écran, le par a un prix qui est stable en euros, mais il fluctue par rapport au dollar. Donc là, au moment où je tourne cette vidéo, il valait 1,13 USD. Il y a 350 personnes à la louche qui utilisent le protocole aujourd'hui. Donc ça peut être moins de monde, puisqu'effectivement, vous avez compris que dans la blockchain, une personne peut avoir plusieurs adresses. Donc on a aujourd'hui 350 adresses qui utilisent le protocole. En moyenne, les gens détiennent 32 000 parts, ça c'est la taille moyenne des utilisations, et vous avez à peu près 11 500 000 parts qui ont été produites. Voilà, ça c'est la plateforme, ce premier élément. Ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois que vous avez des parts, qu'est-ce que vous allez bien pouvoir en faire? Et bien déjà, avec la plateforme Mimo, vous allez pouvoir les faire travailler. Donc il y a plusieurs systèmes pour les faire travailler. Le premier, le plus simple, reste de placer ces tokens dans un pool de travail, dans un stacking. Donc le stacking va vous permettre de générer des intérêts. Il y a un niveau actuel, vous voyez, on peut générer du 39% sur ces MIMO et on peut générer du 11% sur ces parts. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle le liquidity mining, c'est-à-dire que là, vous allez déposer tel ou tel couple de jetons. Donc là, par exemple, le premier que vous avez ici, c'est un mix de parts et d'USDC. Vous mettez à peu près la même valeur en euros ou en dollars de parts et d'USDC. Et derrière, vous allez contribuer à faciliter les transferts de l'USDC vers le par et du par vers l'USDC. Ce travail-là, cette contribution que vous faites, va vous permettre de générer des intérêts. En l'occurrence, ici, ça vous permettait de générer
pas loin de 79% de rendement. Donc, vous voyez, c'est important. Par contre, effectivement, il y a un petit risque supplémentaire, évidemment, de participer à ça, plutôt que de faire les choses, de garder votre part tout simplement dans votre coin ou de le mettre à travailler dans le stacking. Donc, il y a deux grandes solutions pour générer du rendement et on peut le faire via la plateforme. Alors, on a compris, je synthétise, on a une plateforme qui vous permet de déposer des cryptos, en échange de quoi d'emprunter un jeton stablecoin décentralisé, valorisé en euros, et ensuite, une fois que vous avez ça, vous avez soit la possibilité de l'échanger avec d'autres actifs, soit la possibilité de dépenser ces parts dans la vie de tous les jours, ou enfin, dernière possibilité, vous pouvez les mettre dans des protocoles DeFi et gagner du rendement. Ce qui nous amène à une autre donnée qui est le fameux jeton MIMO, le jeton de gouvernance de la plateforme. Il y a un white paper qui a été rédigé, il fait une trentaine de pages et il a été publié le 5 mai 2021. Ce protocole explique un petit peu tous les fonctionnements. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est assez proche de Maker. Donc, si vous connaissez Maker, vous ne serez pas complètement perdu en lisant le white paper de MIMO. Donc là, vous avez la tête un petit peu du logo du MIMO, et là, vous avez le white paper, vous trouverez les liens dans la description. Ce que je retiens, c'est qu'est-ce que fait ce MIMO, à quoi sert-il? Alors là, les éléments que nous avons aujourd'hui sont vraiment le tout début, mais par la suite, il devrait y avoir plus de fonctionnalités. C'est un peu comme tout, il faut d'abord construire des bases solides, et puis après, on évolue, sachant que la DeFi, c'est vraiment un des secteurs les plus dynamiques en termes d'innovation dans le marché de la blockchain, et les stablecoins font partie de ces innovations possibles. Alors ici, vous avez la possibilité d'imaginer que les détenteurs du protocole des jetons de gouvernance vont pouvoir fixer à l'avenir les frais qui vont être que les gens qui mintent du par vont devoir payer. Donc ça, c'est une des premières fonctionnalités. Ça veut dire que dans l'absolu, on peut imaginer fixer des prix très élevés si on a envie de réduire la quantité de jetons qu'on produit, à l'inverse des prix très bas pour pouvoir encourager et que plutôt que d'aller sur une autre plateforme, on aille plutôt emprunter sur celle-ci. Donc ça, c'est un premier élément, c'est fixer les taux d'intérêt et potentiellement, allons plus loin, on pourrait imaginer aussi le système de répartition de ces taux d'intérêt. La deuxième chose, c'est quel collatéral peut-on accepter dans le coffre-fort? Aujourd'hui, on en a 3, mais si on suit un petit peu l'évolution qu'a suivi MakerDAO, on pourrait en avoir beaucoup plus. On pourrait avoir plein de jetons, on pourrait penser au Brave, on pourrait penser à l'USDT, on pourrait penser à l'Euro-Tether, on pourrait penser à plein de choses qui permettraient finalement d'avoir des actifs de plus en plus décorrélés les uns des autres et donc d'assurer une meilleure stabilité du par la suite. Donc, les gens qui détiennent des MIMO pourraient voter et dire moi, j'aimerais que, par exemple, le CHSB serve de collatéral, serve d'actif qu'on peut loger dans ce smart contract pour minter des parts. On aurait aussi la possibilité de fixer la distribution des récompenses. On le voit, il y a un phénomène, de distribution, on va le voir dans un instant, de distribution des jetons MIMO. Mais il y a aussi un système d'incentive d'utiliser les protocoles. Et donc tout ça pourrait être finalement réglé par les jetons de gouvernance au travers des votes. Et vous avez ensuite une gestion d'une réserve de sécurité. Aujourd'hui, quand vous faites les fameux frais que vous payez, à la fois pour émettre des nouveaux jetons, à la fois pour payer les taux d'intérêt ou enfin des frais qui surviennent lors de la liquidation d'une position, eh bien, vous avez des petits frais et une partie d'entre eux vont dans un fonds de sécurité pour, en cas d'événement un petit peu mauvais, eh bien, on aille piocher là-dedans pour rééquilibrer la parité entre le jeton par et l'euro. Et donc ça, peut-être qu'un jour, on aura une telle réserve qu'on peut se poser la question de comment répartir, quels taux de frais vont dans cette poche plutôt que reste dans la distribution des gens. Donc au final, le MIMO est un actif qui, contrairement au par, a une valeur fluctuante. Aujourd'hui, il vaut tant, demain, il vaudra peut-être plus, demain, il vaudra peut-être moins. Là, ce qui va déterminer, selon moi, la valeur future du MIMO, c'est l'utilisation du protocole, dans quelle mesure il est capable de générer des frais, dans quelle mesure il est capable de servir dans la DeFi, etc., etc. Donc là, l'adoption est le critère numéro 1 et la croissance de l'écosystème DeFi et des besoins en stablecoin. Alors,
dans ce fameux white paper, on découvre quoi? On découvre qu'il y a une total supply maximale de 1 milliard de jetons. Comment est-ce que ça a été déterminé en fait? Eh bien, au tout début, il y avait 55,5 millions de jetons MIMO qui étaient produits toutes les semaines. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils ont prévu que cette récompense qui était distribuée aux gens qui contribuaient à cet écosystème allait diminuer de 5,55% toutes les semaines. Donc on prend notre 55,5 millions, on multiplie par 0,9445, ça nous donne la nouvelle distribution de la semaine. Et puis on remultiplie par 0,9445, ça nous donne la nouvelle distribution de la semaine d'après. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qui réduit de plus en plus la quantité de nouveaux MIMO qui sont créés. Et effectivement, aujourd'hui, quand on regarde ça, eh bien, la distribution progressive est de plus en plus faible. Et en ce moment, on distribue 137 259 jetons MIMO par jour. Donc avec les différents mécanismes de la plateforme entre le stacking et la contribution aux différents pools de liquidités. Donc voilà, on génère de moins en moins de jetons. Il n'y a pas eu d'ICO, il n'y a pas eu de pré-mint pour obtenir ces fameux jetons MIMO. Donc en fait, la seule façon d'en avoir était de contribuer à l'écosystème, un peu comme les mineurs de Bitcoin, pouvoir en avoir au début, ils étaient obligés de contribuer en minant. Et bien là, on mint et on contribue à la plateforme en bloquant ces jetons dans les différents protocoles. Et c'est comme ça qu'on reçoit les nouveaux MIMO qui sont créés. Donc ça, c'est assez intéressant. Je pense qu'au fur et à mesure des votes qui sont faits, le système de répartition va évoluer. Par contre, la max supply, elle restera avec cet horizon de 1 milliard de tokens totalement distribués. Il y a cependant un petit moment où effectivement on peut se retrouver avec plus d'1 milliard de jetons. C'est un système qui fonctionne également chez MakerDAO. Alors, imaginons, je ne sais pas, enfin, si on sait pourquoi, mais imaginons, vous avez un événement assez fort et assez soudain qui se déclenche sur le monde de la crypto, qui fait que certaines crypto-monnaies vraiment chutent très fort et très vite. Mimo doit détecter cette information-là et procéder à des liquidations d'actifs. On l'a pu le voir notamment avec le protocole MakerDAO, ça s'est arrivé avec un système qui était moins perfectionné que celui de Mimo, mais bon, ça peut arriver aussi à Mimo si on était vraiment des chutes très extrêmes. Qui fait qu'en fait la vente des actifs qui sont dans les coffres forts ne suffisent pas pour couvrir et avoir toujours au moins autant de valeur dans le coffre qu'il y a de jetons mintés. Donc à ce moment-là, si on a tout vendu et qu'il y a toujours plus de jetons par que de valeur, on a un problème. Et donc la solution qui sera alors mise en œuvre sera de créer ex nihilo, donc sans contrepartie, des jetons MIMO qui viendront finalement compenser les actifs manquants, ce qui aura pour conséquence de faire perdre de la valeur à tous les MIMO déjà existants. Mais ça soutiendra l'écosystème et ça assurera la valeur du jeton par le stablecoin. D'accord. Donc ça sera une décision que devront prendre les détenteurs du jeton de gouvernance. Et à mon avis, ils feront le choix de le faire parce que s'ils ne le font pas, ça veut dire que la promesse du stablecoin par ne tient plus. Et donc à ce moment-là, c'est même pas le jeton MIMO qui perd un peu de valeur, c'est le système n'a plus de valeur du tout puisque son utilité est complètement disparue. Donc c'est pour ça qu'on a déjà vu le cas sur Maker et ça n'avait pas provoqué énormément de problèmes, et là on aura ça également sur Mimo. Il y a un autre élément du coup, c'est qu'on peut faire des évolutions du protocole, on peut proposer des choses, et dans ces cas-là en fait quelqu'un qui veut faire cela doit bloquer un certain nombre de jetons pour proposer une initiative. À partir du moment où il bloque cela, il va y avoir une sorte de compte à rebours d'à peu près 3 jours qui va permettre aux gens de se positionner en disant oui, je suis d'accord avec cette proposition, non, je suis contre. C'est tout l'intérêt du token de gouvernance. La gouvernance, elle va se matérialiser avec vos fameux jetons MIMO. Vous allez pouvoir en bloquer certains pour avoir un pouvoir de vote important. Et plus vous avez les bloqués sur le long terme, et là on parle de 1 an à 4 ans, eh bien vous allez avoir un pouvoir qui va être de plus en plus élevé. Si vous les bloquez pendant 4 ans, votre MIMO aura son plein pouvoir. Par contre, si vous les bloquez que 1 an, il va être divisé par 4 son pouvoir. Et le temps va être dégressif. Ce qui est important d'avoir en tête ici, c'est que
vous pouvez tout à fait bloquer vos MIMO 5 ans, 6 ans, 7 ans. Mais ça n'a aucun intérêt, puisqu'en fait, la durée maximale qui intéresse, c'est 4 ans. Donc, bloquer un jeton pour 4 ans ou bloquer un jeton pour 7 ans ne vous apportera pas plus de pouvoir. Vous n'avez des pouvoirs que pour 4 ans bloqués. Et plus le temps va s'écouler, et moins votre jeton bloqué va rapporter, va avoir de poids dans les votes. Heureusement, à tout moment, vous pouvez dire, ah bah, ça fait 6 mois que j'ai bloqué mon jeton, bah, je vais refaire une transaction dans la blockchain pour les rebloquer 6 mois de plus et avoir à nouveau le plein pouvoir sur ce jeton et non pas un pouvoir de plus en plus étiolé. Donc voilà, c'est comme ça que les gens vont se servir du MIMO, pouvoir influencer l'écosystème et d'une certaine façon en tirer parti. Il y a des gens qui vont vouloir favoriser surtout le stacking, il y a des gens qui vont surtout vouloir valoriser le protocole avec les pools de liquidité, il y en a qui vont surtout vouloir se dire les frais, on fait des airdrops aux détenteurs de jetons. On peut imaginer plein de choses et en fait c'est la confrontation de ces différentes parties prenantes qui va se concrétiser dans l'évolution du protocole. Ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est que tous ces gens détiennent du MIMO, donc ils ont d'une certaine façon un grand intérêt, surtout qu'ils sont bloqués dans le temps, à vouloir quelque chose qui va attirer du monde dans le protocole, dans l'utilisation du jeton part, etc., etc. Donc c'est plutôt un mix entre un intérêt personnel lors des votes et la vision quand même de vouloir créer un token qui s'appréciera dans le temps et qui ne mettra pas en péril non plus la structure. Quelles seraient les synergies possibles avec Swissborg? Eh bien, tout d'abord, on pourrait imaginer un listing des deux jetons. Donc, on a déjà le jeton MIMO, mais pourquoi pas demain un listing du jeton part. Et donc, en fait, ces deux jetons-là, on pourrait les avoir qui, pour participer finalement à la croissance de MIMO et se dire, voilà, si le stablecoin euro il explose, c'est sûr qu'il y aura de la valeur qui viendra dans le protocole, etc. Et je veux profiter de ça. Moi, c'était la réflexion que j'avais eue quand j'avais investi dans le MakerDAO. Je m'étais dit, quelles sont les différentes possibilités d'emprunt aujourd'hui auprès des banques traditionnelles? Eh bien, si effectivement, un jour, la DeFi permet d'emprunter les mêmes quantités de valeur, ça fait énormément de frais, énormément de capitaux, ça peut faire valoir ce type de jeton dans des proportions très très importantes. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, évidemment, c'est la possibilité du coup de générer du rendement donc en dehors de la plus-value sur le MIMO, c'est éventuellement de générer des rendements sur ces deux jetons, puisqu'on a vu qu'ils étaient intégrés dans les pools de liquidité et le stacking sur la plateforme MIMO. Et donc peut-être qu'un jour, nous aurons du rendement quotidien, comme on en a sur Bitcoin, sur Ethereum, sur le stablecoin USDT, EURT, USDT, et bien là, on pourrait en avoir sur le par et éventuellement sur le jeton MIMO. La troisième chose qu'on pourrait voir apparaître, c'est vous détenez vos cryptos dans l'application Swissborg et vous vous dites, ça serait quand même bien qu'il y ait une passerelle entre mes cryptos et le protocole MIMO sans que j'ai à tripatouiller mon ledger, ma plateforme, comprendre les seuils, le danger aussi qu'on a évoqué tout à l'heure, etc., etc. Donc peut-être que nous pourrons minter des stablecoins par avec nos cryptos. Alors évidemment, je ne pense pas que ça puisse être totalement compatible avec le rendement que nous génèrent les yields, quoique dans un avenir très lointain, peut-être que ça pourrait être faisable. En attendant, ça nous évitera d'avoir à tripatouiller la blockchain, tripatouiller les transactions, payer des frais, etc. Non, tout se fera directement dans l'appli. Je génère des parts et peut-être que je rachète du Bitcoin, de l'Ethereum, mais pourquoi pas du MIMO et pourquoi pas que sais-je. Donc voilà, donc ça, c'est les synergies possibles. On en rajoute une quatrième, évidemment. Vous avez bien compris que le coffre-fort permet de déposer pour l'instant 3 cryptos différentes chez MIMO, mais peut-être qu'un jour, on pourra lister d'autres jetons. Et dans ces cas-là, pourquoi ne pas lister un jeton comme le CHSB? Évidemment, pour l'instant, il est assez fluctuant, même si ces derniers mois, là, il est assez stable, mais on sait que c'est quelque chose qui peut bouger, donc il faudra voir si la communauté de MIMO accepte ce jeton-là comme collatéral et dans quelle mesure on peut emprunter. Généralement, on emprunte 1 pour 4, 1 pour 5 sur des petits altcoins comme celui-ci. Donc, c'est à voir un petit peu comment le protocole va s'agencer. Mais ça serait un vrai atout pour les détenteurs de CHSB, puisqu'ils auraient, en plus de la possibilité
dans l'application de les bloquer dans différents services. Là, il y aurait un service supplémentaire qui permettrait de minter et de dire je ne vends pas mes CHSB, je profite de la hausse s'il y en a une. C'est le scénario que ces gens-là auraient. À côté de ça, ils récupéraient des parts et avec ces parts, qu'est-ce qu'ils feraient? Ils pourraient acheter du Bitcoin, ils pourraient acheter de l'Ethereum. Ça ferait un mini effet de levier tout à fait maîtrisé. Ils pourraient même racheter du CHSB, par exemple. Donc, ça serait très intéressant en termes d'évolution et je pense que ce serait la plus belle des avancées pour l'application. C'est quelque chose qui moi, m'emballe vraiment. Alors, on arrive à la question de où acheter du Mimo. Eh bien, évidemment, on peut l'acheter sur la plateforme Swissborg, puisque Mimo a été listé. Il n'y a pas encore le par. Pour l'instant, il n'est pas là au moment où je tourne la vidéo. Mais il y a déjà le Mimo, donc celui qui a le plus grand potentiel de plus-value. Entre un par qui est stable et un Mimo qui fluctue, forcément, le Mimo a plus de chances de fluctuer à la hausse. Ça ne veut pas dire que c'est un jeton sans risque. On l'a vu, si ça fluctue, ça monte, ça descend. Il faut se projeter et comprendre un petit peu la mécanique sous-jacente pour se dire, OK, je pars là-dessus ou je n'y vais pas. Donc, si vous passez par ce flashcode, vous pourrez gagner jusqu'à 100 € de CHSB, éventuellement les transformer en Mimo. Ça, c'est tout à fait possible et c'est super facile. Le deuxième moyen d'acquérir du Mimo, c'est d'aller alors soit sur des exchanges, donc là vous trouvez le Bitrex et vous trouvez le Liquid. Alors voilà, on a fait un petit peu le tour sur tout ça. N'hésitez pas à télécharger notre application pour vous faire votre propre idée de tout ça. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de nous rendre sur la plateforme Mimo et voir un petit peu comment ça se présente. Alors nous voici sur la plateforme Mimo et on voit les informations qu'on a vues, que je vous ai fait quelques extracts. Donc, ça reste bien une plateforme qui permet de créer un jeton stablecoin euro décentralisé. Ça, c'est bien important. Vous avez ici les informations sur la quantité d'actifs qui sont bloqués dans le protocole. Donc, vous avez à peu près 50 millions de dollars. Alors, on va se mettre en euros parce que c'est vrai que pour un stablecoin euro, c'est quand même mieux d'être en euros. Voilà. Donc, vous avez 44 millions 600 000 € qui sont bloqués dans le smart contract. Et si vous regardez ici, vous en avez l'équivalent de 5 800 Ether, 143 Bitcoin et 1 350 000 USDC. D'accord? En face de ça, les gens ont emprunté, créé, minté des parts. Et donc là, vous avez 7,9 millions de parts avec Ether, 2,5 millions de parts avec WBTC et un peu moins de 1 million avec USDC. Et vous avez ici les actifs, les ratios. Vous avez à peu près les ratios. Et vous voyez que, on emprunte beaucoup moins que ce qu'on a déposé. D'accord? Donc vous avez à peu près un ratio de 250% pour Ether, 230% pour BTC, 122% pour USDC. Ça veut dire quoi? C'est à la main des gens. Ça, il y a un seuil minimum d'actifs qu'il faut placer dans le coffre, mais derrière, vous allez pouvoir fixer un petit peu votre chose, et plus vous allez être proche du 1 pour 1, et plus vous risquez, évidemment, la liquidation. Donc ça, c'est un choix à faire, il faut faire assez attention par rapport à ça. Comme vous pouvez le voir en dessous, vous avez différents pools de liquidités dans lesquels on peut apporter des actifs. Là, par exemple, vous êtes sur un pool Mimo-Par. Donc, le pool Mimo-Par, c'est qu'on dépose des Mimos, on dépose des parts. Et derrière, avec la plateforme Balancer, on va obtenir un API, donc un rendement à l'année de l'ordre de 163%. Vous noterez qu'il faut 25% de Mimo et 75% de parts à l'intérieur de ce pool-là. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Donc voilà, quand on mint, donc là il faudrait se connecter, on fera peut-être une vidéo spéciale là-dessus. Il y a aussi les différents moyens de swapper d'un jeton à l'autre. Donc là c'est pareil, il va falloir se connecter. Alors vous avez Paraswap, Balancer, OneInch et Uniswap qui va bientôt arriver, qui vont permettre facilement de passer d'un jeton par à autre chose. Le mining, ici, vous avez quelques informations. Donc, toujours pareil, je ne suis pas connecté. Mais si vous vouliez gagner, par exemple, un rendement intéressant sur le stacking, vous voyez, vous pouvez stacker du par, vous générez à peu près du 10% par an. Si vous stackez du Mimo, vous pouvez générer du 34% par an. Et ici, avec les pools de liquidité, qui sont un petit peu plus complexes. Le pool de liquidité est plus complexe que le stacking, parce que le stacking, vous n'avez qu'un actif à l'intérieur, alors que quand vous bloquez dans un pool de liquidité, vous êtes confronté à la perte impermanente.
Et ça, c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué. On avait fait une vidéo un petit peu là-dessus. C'est un petit peu plus compliqué. Au niveau des votes, eh bien, effectivement, on a vu tout à l'heure que le jeton de gouvernance MIMO permettait de voter. Et là, vous avez les dernières propositions qui avaient été faites. Certaines sont passées et puis d'autres ne sont pas passées avec un rejet. Et comme vous voyez ici, vous en avez 10 qui sont passés et 2 qui ont été rejetés. Et en ce moment, nous n'avons pas de discussion sur le protocole. La dernière chose qui a été proposée et qui a été passée, c'est la possibilité d'un système de buyback, d'encouragement du staking du jeton part et une augmentation des frais d'emprunt. Donc, avant cela, vous aviez 0% de MIMO sur le stacking de parts, on est passé à 5%. Et sur la gestation, la production de MIMO sur le minting via du ETH, on était à 25%, on tombe à 20%. Donc, on a une réallocation comme ça des choses. Idem pour les frais. Avant, vous aviez 100% des frais qui allaient au fameux fonds de réserve, et maintenant, il n'y a plus que 20%. 40% vont pour le stacking de parts et 40% vont à un système de buyback. Et les frais sont passés de 1,7 à 3%. Voilà. Vous voyez, ça change souvent. Et donc, pour savoir un petit peu où on en est, eh ben, il faut regarder les différentes propositions. Je regrette peut-être un petit peu qu'il n'y ait pas un lieu qui rassemble un petit peu les conditions du moment, parce que c'est vrai que ça veut dire ici qu'il faut connaître un petit peu tout ça pour se faire un petit peu le schéma de où on en est maintenant. Ce qui n'est pas forcément ce qui est le plus facile pour poursuivre un projet. Voilà. Vous avez différents moyens de suivre l'écosystème MIMO. Évidemment, le white paper ici. Hein. Le white paper, c'est quand même 30 pages, tout en anglais. Et comme encore une fois, c'était ce qui avait été publié en mai 2021. Entre-temps, avec toutes les évolutions, les 12 propositions 10 qui sont passées, les règles ont légèrement changé. Vous aurez quelques réponses sur un peu comment ça fonctionne, mais normalement, avec ce que je viens de vous dire, vous avez un petit peu l'essentiel sur MIMO. Dernier point, dans une vidéo qui date un peu, l'information avait été donnée qu'il y avait à peu près une quarantaine de personnes qui travaillaient sur le protocole, donc ça commence à faire pas mal, hein, 40 personnes. Voilà un petit peu pour cette petite vidéo, un petit peu complète, un petit peu complexe aussi pour certains qui découvrent un petit peu tout cet environnement. Ça n'est ni plus ni moins qu'un moyen de générer de la monnaie qui a la valeur d'une fiat, en apportant de la crypto à l'intérieur et avec des mécanismes qui s'assurent que la valeur des jetons déposés dans ce coffre ne va pas se casser la figure. Et si jamais ça se passe, eh bien, il faut trouver des moyens pour rééquilibrer les choses. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne année 2022. À ciao, bye bye.